Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Pas de trêve estivale à la Maison-Blanche, au moins un scandale par jour. 7 mois après son arrivée au pouvoir, Donald Trump suscite de plus en plus d'inquiétudes. On en parle avec Corentin Célin, professeur d'histoire, spécialiste de la politique des États-Unis, chercheur à l'IFRI et auteur de la note Trump, candidat des pauvres, président des riches. Corentin Célin, bonsoir. Bonsoir. Cette note, vous l'aviez écrite en juin dernier. Depuis, il s'en est passé des choses à la Maison-Blanche. Charlottesville, c'était prévisible ? Ce n'était pas prévisible dans l'immédiat, mais si on regarde sur le temps long qui est Trump, c'était plus prévisible, premièrement, par son goût de la provocation et sa volonté de toujours avoir raison, de toujours avoir le dernier mot. Sur Charlottesville, en fait, il ne faut pas oublier qu'il en vient à prononcer ces phrases terribles sur « il y a des gens bien des deux côtés », donc y compris chez les néo-nazis, parce qu'il est poussé par la presse qui veut le faire revenir sur ses premières déclarations. Et comme il veut avoir absolument raison, on sent qu'il perd le contrôle de sa conférence de presse. D'autre part, il a une histoire personnelle qui est aussi quand même très marquée par une insensibilité, pour ne pas dire plus, sur les questions raciales, sur le sort de la communauté afro-américaine. Et surtout que ça s'est passé justement dans un État au lourd passé historique, la Virginie. Je voulais vous faire réagir sur ces unes de The New Yorker, Donald Trump qui souffle sur le bonnet du Ku Klux Klan, on va la voir cette une. Le journal allemand également, le Stern, où on le voit faire un salut nazi, ou encore ce dessin de Vasco Gargalo intitulé Photo de famille, c'était à la une de Courrier International. Est-ce qu'on est loin de la réalité avec ces trois images ? On est à la fois loin et proche. Loin, évidemment, parce que Donald Trump a condamné à plusieurs reprises, dès la campagne, à chaque fois tardivement. À chaque fois, il a fallu insister, il a fallu que la presse le harcèle pour qu'il condamne, et le Ku Klux Klan, et son ancien chef David Duke. Mais il avait condamné. Mais on n'en est pas si loin, parce que déjà, il y a une histoire familiale. Trump n'aime pas qu'on en parle, mais son père a été arrêté lors d'une manifestation du Ku Klux Klan dans les années 1920. On n'a jamais trop su s'il était là un simple passant ou s'il en faisait partie. Et d'autre part, j'y faisais allusion, il a quand même un passé, par exemple, en 1973, toujours avec son père, il a été poursuivi par le gouvernement américain pour discrimination raciale dans les bâtiments qu'il faisait construire dans le quartier du Queens à New York. Il discriminait les Afro-Américains et il avait été obligé de signer un accord avec le gouvernement américain et à s'engager à ne plus faire de discrimination. Est-ce que ça veut dire que le 45e président des États-Unis est raciste, on peut le dire ? Alors c'est un mot qu'il faut employer avec précaution, surtout qu'aux États-Unis, il n'a peut-être pas exactement le même sens qu'ici. Mais que Donald Trump soit d'un côté un nationaliste et qu'il ait une grande insensibilité par rapport aux Afro-Américains et qu'il faut se souvenir, ont très peu, voire quasiment pas voté pour lui, cela c'est certain. Donald Trump qui est revenu sur tout ça à Phoenix lors d'un meeting devant sa base électorale, écoutez. Les médias malhonnêtes et les médias mensongers, ils inventent des histoires. Souvent, ils n'ont pas de source. Ils disent une source a dit ceci ou cela, mais ce n'est pas vrai. Ils ne racontent pas les faits. Tout comme ils ne veulent pas relayer le fait que je me suis prononcé de manière forte contre la haine, la bigoterie, la violence, et que j'ai condamné les néo-nazis, les suprématistes blancs et le Ku Klux Klan. Faute aux médias encore qui veulent le condamner ? Oui, alors là c'est une stratégie classique puisqu'elle a fait son succès politique. Trump a une base politique républicaine qui est convaincue que les médias sont biaisés. On le voyait encore dans un sondage Quinnipiac cette semaine. Plus de 90%, environ 90% des républicains sont convaincus que les médias sont injustes avec le président Trump. Donc là, il flatte sa base. Ils n'ont pas confiance dans ces médias assimilés à la côte Est, assimilés à la gauche. Et donc, pour se reprendre, pour se ressourcer, il tape encore plus sur ces médias. Mais vous voulez dire quoi, que ces discours populistes, les lois anti-immigration, le Muslim ban ne sont que de façade pour plaire à cet électorat ? Non. Il a des convictions. Donald Trump, il a des convictions, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis très longtemps. Il a des convictions nationalistes, protectionnistes depuis très longtemps. Mais incontestablement, quand il est en difficulté politique, on l'a vu durant tout l'été, il cogne encore plus fort sur certaines cibles
en particulier les médias, parce que les médias, dans sa base politique, chez les républicains, et en particulier chez les républicains les plus conservateurs, si on accepte évidemment Fox News, qui est leur chaîne de référence, ils sont considérés comme menteurs, ils sont considérés comme biaisés envers Trump, et donc Trump, lui, eh bien, plus il tape dessus, plus il réaffirme son emprise sur sa base. Alors dans la foulée, Steve Bannon, son conseiller le plus à droite, a dû quitter la Maison-Blanche. Quand on dit que Steve Bannon peut être plus encombrant à l'extérieur de la Maison-Blanche qu'à l'intérieur, à quoi doit-on s'attendre? On l'a déjà vu, en fait, quelques heures après son limogeage, Steve Bannon a repris les rênes de Breitbart, son site internet, son pure player internet nationaliste, identitaire, dont il avait voulu faire le véhicule de l'extrême droite, de toutes les extrêmes droites, et il a commencé, Breitbart, depuis une semaine, tape très dur sur Trump, car Bannon est convaincu, il l'a dit dans plusieurs interviews, que Trump va trahir ses promesses, justement, nationalistes, protectionnistes, et que lui est chargé de le lui rappeler, les promesses originelles de la campagne. Donc effectivement, c'est en cela qu'il est peut-être plus dangereux dehors, parce qu'avec Breitbart, il bénéficie d'une caisse de résonance, il bénéficie d'un média très puissant qui en plus fédère beaucoup de forums Internet, beaucoup de contributeurs Internet, et donc c'est en cela que Trump a peut-être pris un risque en le chassant de la Maison-Blanche. Un Donald Trump aussi déroutant donc, dans les affaires intérieures qu'extérieures, sa volte-face sur l'envoi des troupes en Afghanistan, ça en dit long sur sa stratégie, sa personnalité? Ça en dit long surtout... alors, d'une part, parce qu'il ne faut peut-être pas charger la mule, c'est classique que des candidats qui ne connaissent pas grand-chose à la politique extérieure, souvent aux États-Unis, changent d'avis, comme il l'a dit lui-même. Une fois qu'on est assis derrière le bureau ovale, on voit les choses différemment. Il ne connaissait pas l'Afghanistan, il faut rappeler qu'il ne s'y est jamais rendu, il ne connaît pas du tout le dossier, et là, en quelque sorte, les généraux, à force de diplomatie, ont réussi à le fléchir. Mais d'autre part, il est vrai qu'il se heurte un petit peu à ses engagements populistes, on dirait en termes familiers, à ces engagements, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à retirer les troupes d'Afghanistan. Ben non, c'est évidemment pas si simple. Et donc, il a bien compris que si jamais les États-Unis retiraient toutes leurs troupes d'Afghanistan, c'était la promesse à bref ou moyen terme d'une victoire des talibans. Et ça, Trump, le nationaliste, ne peut le supporter. Donc, il a été obligé de faire des concessions, il a été obligé de faire un amendement. Ça nous révèle surtout quelqu'un qui connaissait quand même très très mal les dossiers de politique extérieure. Ce n'est plus l'Amérique d'abord, comme il aimait à le dire pendant la campagne? Alors, oui et non. Évidemment, il a contredit un engagement qu'il tenait depuis 2013. Depuis 2013, il disait, même par tweet, il disait « il faut ramener les boys, il ne faut plus personne en Afghanistan ». Oui, mais en même temps, il dit « attention, je reste en Afghanistan, mais pourquoi faire? Je reste pour battre les talibans, je ne fais plus la reconstruction de l'État afghan. Si je reste en Afghanistan, c'est pour les intérêts américains et les intérêts américains seuls. Donc on reste quand même dans une optique America First. L'escalade verbale avec la Corée du Nord est retombée. La menace du feu et de la colère de Donald Trump aurait marché, comme il l'a dit, à Phoenix. Kim Jong-un commence à respecter les États-Unis, c'est aussi ce qu'il a dit. Alors, effectivement, au moment où on se parle, il peut défendre cette idée-là, puisque, en effet, Kim Jong-un, après avoir menacé, a renoncé à son projet de tester des missiles et de les envoyer sur Guam, l'île américaine du Pacifique. Mais attention, nous sommes encore en pleine manœuvre États-Unis, Corée du Sud, des manœuvres militaires, et Kim Jong-un a pris l'habitude de faire des essais nucléaires, des essais de missiles pendant cette période. Il faudra voir si effectivement Kim Jong-un ne fait rien, si la Corée du Nord ne fait rien jusqu'à la fin de ses manœuvres, effectivement Trump pourra légitimement dire qu'il a fait au moins reculer Kim Jong-un à court terme. Dans votre note, vous revenez sur cet électorat qu'il a fait élire. Il est toujours là, cet électorat? Dans les grandes lignes, oui. On voit qu'il a un petit peu perdu dans l'électorat populaire blanc au moment de l'Obamacare, parce que beaucoup de travailleurs blancs modestes qui avaient acquis une assurance santé grâce à l'Obamacare se sont rendus compte qu'ils risquaient de la perdre. Donc là, il y a eu, on voit bien, chez l'électorat working class, c'est-à-dire non diplômé blanc, il y a un petit tassement. Mais par contre, il reste très solide chez les républicains les plus conservateurs, chez les évangéliques blancs, qui sont vraiment peut-être sa base la plus solide. Et donc, il y a environ un quart de l'électorat qui le soutient
très fortement toujours. Après l'échec de l'annulation de l'Obamacare, justement, c'est avec sa grande réforme fiscale qu'il pourrait éventuellement gagner des points? Oui, mais avec cette surprise que notent les journaux américains ces derniers jours, c'est qu'il n'en a absolument pas parlé. Il est rentré depuis plusieurs jours à la Maison-Blanche, il s'en est pris à ses majorités parlementaires, il a encore lancé beaucoup de polémiques, et il ne parle plus du tout de sa réforme fiscale. Et ça va être très compliqué parce qu'il est en train de créer une scission entre lui et ses majorités parlementaires au Sénat et au Congrès qui ne cessent d'accabler par tweet, et sans eux, aucune réforme fiscale n'est possible. Donc ça va être compliqué. Et il y a aussi ces nombreuses défections au sein de son entourage, les républicains également qui le lâchent. Sa présidence est compromise aujourd'hui à Donald Trump? Dans l'immédiat, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Un tel turnover, tant de départs à des postes clés, cela dénote au minimum une impréparation totale à l'exercice du pouvoir. Alors, comme on le voit sur vos images, on voit que le général Kelly, le nouveau chief of staff, le nouveau secrétaire général, tente de mettre de l'ordre, de rétablir une chaîne de commandement. C'est un militaire, hein, il met de l'ordre dans tout ça. Maintenant, cela n'empêchera pas que Kelly, il peut tout réformer, il peut tout changer à la Maison-Blanche, mais tant qu'il n'aura pas, par exemple, la main sur les tweets de Trump, tant qu'il n'aura pas la main sur le comportement du président lui-même, on peut craindre que cette présidence soit toujours, on va dire, instable. Trump a gagné notamment grâce aux swing states, Ohio, Floride, Iowa, qui changent de parti tous les 4-8 ans, on va dire. Est-ce que ces États, au vu de la situation, peuvent rebasculer lors des prochains rendez-vous électoraux? Oui, absolument, oui. Alors là, vous avez cité vraiment effectivement les 3 plus grands swing states qui ne cessent d'aller entre démocrates et républicains. Il les a gagnés parce qu'il a surmobilisé l'électorat populaire blanc dans chacun de ces États. Mais s'il y a une déception, et sachant que les minorités sont résolument, on le voit bien dans tous les sondages, contre Trump, il pourra les perdre très facilement, en particulier la Floride, où, à l'exception des Cubains de Miami, on ne peut pas dire que les Hispaniques l'apprécient énormément. Corentin Sellon, merci. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire, spécialiste de la politique des États-Unis et chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.